Nous sommes maintenant en direct. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous les participants à ce webinaire que nous organisons dans le cadre du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette initiative, c'est un forum que nous avions lancé depuis un demi-mois et qui rassemble actuellement plus de 600 journalistes francophones dans le monde entier. Nous discutons dans le forum des questions sanitaires et surtout de cette pandémie qui touche presque tout le monde entier. Nous organisons un webinaire chaque semaine en français. Je vous encourage donc à consulter nos précédents webinaires sur la page YouTube du Réseau international des journalistes ou dans la section vidéo du groupe Facebook que nous avons. Et si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, je vous invite à le rejoindre en cliquant sur le lien qu'un de mes collaborateurs, de mes collègues va envoyer dans la boîte de chat de ce webinaire. C'est juste en bas de vos écrans. Le but du forum, c'est d'offrir de l'aide, d'offrir des ressources, de mettre en lien les journalistes francophones du monde entier et puis de les mettre en contact avec les experts de la santé de renommée mondiale. Parce qu'avoir accès aux experts en cette période de crise sanitaire, c'est tellement difficile. Et nous sommes là pour aider leurs journalistes dans le cadre de leur travail et leur faciliter la couverture de cette pandémie. Aujourd'hui, nous faisons un webinaire sur comment les journalistes ont été infectés par cette maladie, par la COVID-19. Et le titre du webinaire, comme vous l'avez vu évidemment, c'est comment j'ai survécu au COVID-19. Nous allons écouter deux journalistes qui ont été contaminés par la COVID-19 et qui ont survécu à cette maladie. Elles parleront de la façon dont elles pensent avoir contracté la maladie et aussi qu'elles pensent que vous devriez, en tant que journaliste, considérer comme risque lorsque vous êtes sur le terrain pour faire votre travail. Parce qu'en tant que journaliste, nous sommes en première ligne face au COVID-19. Nous sommes tout le temps en train d'interagir avec le public sur les lieux de reportage ou lorsque nous interviewions, que ce soit des directeurs d'entreprise ou des responsables gouvernementaux. Les journalistes sont tout le temps sur le terrain et malgré le confinement, les journalistes n'ont pas cessé de travailler. Donc, ils sont malheureusement aussi exposés et nous avons vu que des journalistes n'ont pas manqué de risquer leur vie pour pouvoir apporter de la bonne information aux citoyens. Donc, permettez-moi de présenter mes deux invités, mais avant de le faire, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent sur Facebook qu'ils peuvent soumettre leurs questions sous le live, sous la vidéo. Mes panélistes vont me les transmettre et je vais soumettre ces questions-là aux invités. Et si vous nous suivez directement dans l'application Zoom, vous pouvez soumettre votre question dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Et je vais faire remonter ces questions-là à nos deux participants ou à nos deux panélistes. Pour en parler de ce thème, je suis avec Carole Yemelong. Elle est la rédactrice en chef de Canal 2 International. Donc, Canal 2 International, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une chaîne privée camerounaise qui est basée à Douala. C'est bien ça. Bienvenue Carole. Merci, Kossi. Et à côté d'elle, nous avons Madame Lynn René Batongué, qui est journaliste camerounaise spécialisée dans les questions environnementales à la CRTV, la Cameroun Radio-Télévision, qui est au Cameroun la radio d'État. Elle est également formatrice en communication sur la santé et l'environnement. Et il faut préciser que Lynn a couvert toutes les COP, que ce soit en France, au Maroc, en Allemagne, en Pologne et même en Espagne. Bienvenue Lynn et merci pour l'honneur que vous nous faites tous les deux de participer à ce webinaire. Merci infiniment aussi. C'est un plaisir de me retrouver là avec vous aujourd'hui. Nous allons commencer avec la première question que j'aimerais vous adresser à toutes les deux. C'est de nous dire quand vous êtes tombé malade et dans quelles circonstances pensez-vous avoir contracté la maladie? Nous allons commencer avec Carole. Carole, pouvez-vous nous parler de votre expérience? Alors, quand je suis tombée malade, je pense que c'était en fin avril, 20-21 avril par là. Et j'ai commencé à me sentir mal. J'avais de la fièvre, j'avais des maux de tête, je me sentais vraiment mal et je me suis dit, je vais être très fatiguée. Et une connerie vraiment répandue ici, c'est que j'ai commencé à faire de l'automédication. J'ai dit non, mais je vais prendre
des trucs pour les maux de tête, un peu de Doliprane. J'ai appelé ma soeur qui est infirmière. Je lui ai dit, bon, ben, prescris-moi quelque chose pour le paludisme. Et puis, j'ai commencé à me soigner comme ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et un matin, au 3e jour, mon patron m'appelle très tôt parce qu'il y a un dysfonctionnement à l'antenne et il voulait comprendre ce qui se passe. Alors, il m'entend tousser au téléphone. Il est 7h30, il m'entend ennuyé et je suis en train de tousser au téléphone. Il me dit, mais tu tousses et qu'est-ce que tu as d'autre comme symptômes? Je lui dis, oui, mais j'ai très mal à la tête et puis je fais la fièvre. Il dit, mais attends, tu fais combien de fièvre? Il me dit, lève-toi, tu prends un thermomètre et tu prends ta température, tu me le dis. Et je prends ma température, je suis à 45. Il me dit, mais attention, tu as le Covid, Carole. J'ai dit, non, pas trop. Il dit, si, tu as le Covid. Tu as le Covid. C'est même pas à discuter, tu as le Covid. Lève-toi très vite et tu vas à l'hôpital. Et j'avais de la peine à sortir de mon lit. Et 2 heures plus tard, je commence à manquer d'air, j'arrive pas à respirer. J'étais à la maison toute seule avec mes frères et mes enfants. Et j'ai dit, éloignez mes enfants de moi, allez envoyer les chiens de mes frères. Et puis, je manque d'air, ouvrez les fenêtres, j'arrive pas à respirer, je me déshabille, j'enlève tout sur moi et je n'arrive pas à respirer, je commence à suffoquer. Et là, je perds connaissance. Et donc, c'est ma famille qui s'est organisée pour les soins, pour m'amener à l'hôpital et pour faire le test. Et voilà. Voilà. Eh bien, ça n'a pas été facile pour toi. Lynn, ça a été la même expérience avec vous? Oui, à peu près. Enfin, bon, évidemment, ce n'est pas toujours une expérience similaire dans les détails. Moi, c'est en mai que je tombe malade. C'est le 22 mai exactement. Toute la semaine, en fait, le 22 mai, c'était la journée mondiale de la biodiversité. C'était un vendredi. Et donc, toute la semaine, j'avais été au front parce qu'il fallait nourrir l'antenne, il fallait faire des programmes, il fallait également aller voir des personnes à interviewer, parler de la biodiversité. Surtout que cette année, le thème était collé à l'actualité, c'est-à-dire COVID-19, les solutions sont dans la nature. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la biodiversité, on peut utiliser les ressources génétiques pour pouvoir lutter contre le COVID-19, un peu comme on fait dans plusieurs pays en Afrique ici, c'est-à-dire aller chercher les plantes, les racines, les herbes et autres pour pouvoir lutter contre le COVID-19. Donc, le thème collait très bien à cette actualité-là. Du coup, j'ai été vraiment impliquée à fond. Depuis le mardi, je ne me sentais pas très bien, mais je me disais, c'est un vilain petit palu qui va passer, comme on en a souvent d'ailleurs, et puis qui finit par passer sans qu'on ait pris quoi que ce soit. Donc, le jeudi, ça a commencé à être très, très sérieux. Après, je me suis dit, bon, ça va aller. Mais vers 20h30, ça n'allait vraiment plus du tout. Je suis allée dans une formation hospitalière. Malheureusement, quand je suis arrivée là-bas autour de 20h30, 21h, ils m'ont demandé de faire un scanner. Je leur ai dit, mais attendez, vous voulez un scanner? Pourquoi? Parce que 2 mois avant, c'est-à-dire en mars, j'ai été en contact avec mon frère qui rentrait de France et qui avait été testé positif au Covid. J'ai attendu 2-3 semaines, j'ai fait mon test et mon test était négatif. Ça, on est en avril. Mon test était négatif et je leur ai montré fièrement mon test en leur disant, non, si vous avez peur du Covid, rassurez-vous, voici mon test, il est négatif, donc je ne suis pas malade du Covid. C'est plutôt un vilain palu qui me terrasse depuis 2-3 jours. Ils partent, ils se concertent et ils reviennent me dire non, le médecin a demandé de faire d'abord l'examen en question. Je dis, mais attendez, et ça coûte combien? Ils me disent, le scanner, c'est 80 000 francs. Je dis, mais attendez, vous pensez qu'on se balade comme ça avec 80 000 francs CFA en plein 20h30, 21h, et puis dans l'énervement, je me mets à transpirer. Et après, vers 22h, ils me disent de rentrer, de libérer le lit parce que j'étais déjà couchée. Je libère le lit. Ils disent qu'ils ne peuvent pas m'hospitaliser si je ne fais pas cet examen-là. Je libère le lit et puis, curieusement, je me sentais déjà mieux. Je transpirais, tout allait bien. Le lendemain, c'était le vendredi, le 22 mai, c'était la journée mondiale
de la biodiversité. Je suis allée à la grande réunion que présidait le ministre de l'Environnement parce qu'il a donné tout un mot là-bas, donc il fallait partir. J'ai même proposé tout un dossier à la CRTV, au poste national. Je l'ai réalisé, mais quand j'ai terminé autour de 15 heures, alors là, je n'arrivais plus à marcher, je me sentais vraiment mal. Je chauffais énormément, ça n'allait vraiment plus. Là, je suis allée dans une clinique, je leur ai dit, écoutez, je crois que j'ai vraiment le palu, si vous pouvez m'interner. Ils m'ont dit, malheureusement, c'était plein. Néanmoins, ils m'ont prescrit des examens que j'ai faits. Tous les examens sont sortis le lendemain, le samedi, tout était négatif. Je n'avais pas de palu, je n'avais pas de typhoïde, je n'avais rien d'autre. Ils m'ont néanmoins prescrit des médicaments contre le palu. Je suis rentrée à la maison. Dès le dimanche, je me suis mise à tousser énormément. Alors, je n'arrivais pas à dire bonjour à quelqu'un. Dès que j'ouvrais la bouche, directement, j'étais prise d'une quinte de toux interminable. J'avais l'impression que les intestins vont sortir, que les poumons vont sortir. Le lundi, ça n'allait plus. Et dès le lundi, je me suis dit, attends, là, je pense que c'est déjà autre chose. Ça doit être le COVID-19. C'est moi-même qui ai appelé les équipes pour leur dire, écoutez, je voudrais donner l'alerte. Et je leur ai donné les indications de mon domicile. Les équipes sont passées. Effectivement, quand on m'a fait le test, ça n'a pas loupé. J'étais Covid positive, effectivement, et voilà. Et un peu comme chez Carole, vraiment, bon, heureusement, ma plus grande peur, c'était de me retrouver dans une détresse respiratoire. Heureusement, jusqu'à la fin, je n'ai pas eu de problème de détresse. Vraiment, c'était une peur pour moi. Donc, du coup, je n'arrivais même pas à dormir parce qu'il fallait suivre ma respiration. Donc, il m'arrivait de me réveiller en plein 2h, 3h du matin pour voir est-ce que ça va toujours bien, est-ce que je respire normalement. Je dis non, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, c'était ça ma grande peur. Heureusement, jusqu'à la fin, je n'ai pas eu de problème de détresse respiratoire. Ça, heureusement. Par contre, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez tout le monde, mais c'était une fatigue pas possible. J'ai jamais ressenti une fatigue pareille. C'était comme si on m'avait mis, je ne sais pas, 10 tonnes sur moi. Je n'arrivais même pas à lever la main. Parfois, même pour parler, je n'arrivais pas à parler. Évidemment, j'ai passé 4 à 5 jours. Je n'ai pas pu boire de l'eau. Je n'avais pas la force de boire de l'eau. Je n'avais pas la force de manger. Donc, c'était un peu ça la particularité. C'est pareil. Voilà. À vous entendre, on a l'impression qu'au début, vous n'étiez pas tout à fait convaincu qu'il s'agissait du COVID-19. Mais comment aviez-vous réagi lorsque vous aviez eu la confirmation de votre médecin qu'il s'agissait bien évidemment de cette maladie? Bon, ben, moi, j'étais sûre que j'allais mourir. J'étais sûre que j'allais mourir. J'étais sûre que j'allais pas vivre. Oui, sérieux, j'étais sûre que j'allais mourir. Parce que je me sentais tellement mal. Comme Lynn le dit, j'avais l'impression que j'avais 200 kilos sur le corps. J'ai l'impression que mon corps était enflé de partout. J'ai l'impression que ma tête était multipliée par 3. Et je n'avais envie de rien. Pas de manger, pas de boire, même pas, j'arrivais pas à respirer forcément. Donc, c'était une détresse. J'étais comme une somnambule, enfin, j'étais comme une octambule. Je marchais, mais j'étais sûre que j'étais plus dans mon corps. Et d'ailleurs, à un certain moment, je me savais coucher, mais c'est comme si j'étais sortie de mon corps et je planais plusieurs fois. C'est comme si je planais. Et le plus dur, c'était la nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Parce que chaque fois que je fermais les yeux, je suffoquais et je me retrouvais en train de manquer d'air. Et ça s'est passé comme ça pendant plus d'1 mois. J'arrivais pas du tout à dormir. Mon sommeil, à minuit, non. Et c'est à 6h, 7h que j'arrivais à trouver un peu de sommeil et puis je dormais. Donc, j'étais convaincue que j'allais mourir. Moi, c'était un peu différent dans mon cas. Bon, c'est vrai que on est resté longtemps très susceptible face au Covid. Enfin, pas susceptible, mais dubitatif. On avait toujours des doutes. On se disait vraiment, est-ce que, et puis
on était un peu conforté avec toutes les idées qui couraient que non, en Afrique, on est assez solide, et puis il y a le soleil, et puis il y a toutes ces écorces que nous prenons quand on a nos rhumes, quand on a le palu. Donc, en fait, on ne peut pas attraper ça. Du coup, avec mon frère, ça a été le premier cas que j'ai vu vraiment. Bon, comme il était asymptomatique, il ne faisait pas réellement la maladie. Du coup, ça ne m'a pas alarmée tant que ça. Quand on m'a dit, déjà, c'est moi-même qui me suis mise à soupçonner dès le lundi que là, ça doit certainement être le COVID-19. J'ai appelé, mais même jusque-là, je ne mesurais pas le danger. Je me disais en réalité, bon, c'est un rhume comme tout autre rhume, hein, et que ça va passer. Quand on m'a annoncé que c'était ça, j'ai quand même tiqué en me disant, waouh, donc il fallait quand même que ça tombe sur moi. Avec toutes les personnes qui sont là dehors, il fallait que ça tombe quand même sur moi. Bon, j'ai accepté, mais même jusque-là, je me disais, bon, c'est rien, ça va passer, il n'y aura pas de souci. Mais c'est quand j'ai commencé à ressentir d'abord la très grande fatigue, mais en plus la toux. J'avais toussé comme ça de ma vie. J'avais mal à la poitrine, j'avais l'impression que j'allais sortir mes intestins, que j'allais sortir les poumons, que j'allais vraiment, j'ai jamais eu ça de ma vie. Là, je me suis dit, non, j'ai jamais eu ce genre de truc. J'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux et vraiment, j'ai commencé à avoir peur. Et comme je disais tantôt, moi, ma grande peur, c'était vraiment faire une détresse respiratoire. Du coup, je passais la nuit à me surveiller parce qu'évidemment, personne ne pouvait entrer dans ma chambre. Je n'avais pas voulu aller à l'hôpital parce que d'abord, les hôpitaux étaient un peu pleins. On n'a pas un plateau technique toujours adéquat et puis il n'y a pas assez de lits. Donc, j'ai préféré rester à la maison. Ils m'ont demandé, est-ce que c'est sûr que je vais vraiment rester confinée? Je leur ai dit, non, il n'y a pas de souci, je vais m'enfermer dans ma chambre, j'ai une salle de bain, tout. Donc, je serai coupée de tout le monde. J'ai mes enfants, mes 2 enfants étaient là. Tous étaient dans leur chambre. Je leur ai dit, personne ne devait entrer. Donc, du coup, je me surveillais moi-même. Personne d'autre ne pouvait me surveiller. Je me surveillais moi-même. Je me réveillais dans la nuit pour vérifier que je ne suis pas en train de faire une détresse respiratoire. Par contre, je m'endormais assez tard, autour de minuit, parce que je n'arrivais pas à dormir tout de suite à cause des quintes de toux. Vraiment, les quintes de toux étaient interminables. Le sommeil me volait pratiquement vers minuit, 1 heure du matin. Je ne me rendais même pas compte qu'est-ce que je m'endormais. Et je me réveillais vers 5 heures, 6 heures. Et dès que je me réveillais, c'est les quintes de toux qui reprenaient. Donc, en fait, j'avais un petit moment de répit quand je dormais. Et dès que je me réveillais, les quintes de toux reprenaient. C'est un peu ça. Moi, ce qui m'est arrivé est un peu singulier. Je n'ai pas été testé positif, mais j'ai passé 2 nuits sans pouvoir dormir. Et puis, j'avais mal à la poitrine et j'avais aussi un peu de toux dans la gorge. Et là, je suis retourné lire les articles que moi-même j'ai écrits sur les symptômes du COVID-19 pour voir si c'était exactement ça. Donc, après avoir lu l'article, j'ai eu un peu peur. J'ai voulu rien dire à ma femme parce que je ne voulais pas tout de suite qu'elle panique. Mais le lendemain, je me suis levé très tôt. Je lui ai dit, bah, je vais quelque part là. Et je suis allé faire mon test. Une journée après, j'étais censé avoir le test dans 24 heures, mais dans 24 heures, on ne m'a pas donné le test. Je suis retourné tout de suite à l'hôpital. Ils m'ont donné un numéro que je devais contacter. J'ai sonné ce numéro plus d'une trentaine de fois pour savoir si j'étais ou pas. Donc, je n'ai pas eu de résultat, mais quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à l'écart. Ma femme ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Le lendemain, j'ai rappelé et puis on m'a dit, monsieur, vous êtes négatif. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais ce qui m'a été difficile, c'est de savoir quand et dans quelles circonstances j'ai pu être contaminé. Est-ce que vous avez pu déterminer dans quelles circonstances vous avez été contaminé par cette maladie? Est-ce lors d'un reportage ou est-ce à la maison ou Moi, oui, moi, j'ai reçu un invité quelques jours avant qui est un personnel soignant qui était venu justement sur un plateau que j'anime tous les soirs à la télé, un plateau de commentaires de l'actualité du jour. Un invité qui était venu parler des dangers auxquels font face le personnel soignant qui n'était pas vraiment protégé et qui était face aux malades de Covid.
Et donc, 2 semaines après, j'apprends que le personnel soignant que j'avais reçu était en détresse respiratoire dans une formation hospitalière de Douala. Donc, et quelques jours plus tard, moi aussi, je commence la maladie. Donc, à mon avis, c'est la personne la plus immédiate que j'ai connue et qui a fait la maladie quelques temps avant moi. Pour moi, c'est la piste la plus plausible. Oui. Chez moi, c'est un peu flou parce que je ne peux pas dire que c'est mon frère. Mon frère a été testé positif en mars. Moi, je tombe malade 2 mois plus tard, en mai. Donc, du coup, c'est une piste à écarter. Par contre, j'avoue que la semaine de la biodiversité, j'ai eu pas mal d'invités en studio et en fait, en réalité, et ça fait un peu partie des risques que courent les journalistes aujourd'hui dans l'exercice de leur profession. J'avoue que dans nos studios, à un moment, on ne prenait pas vraiment toutes ces précautions-là. Du coup, on faisait venir des invités. Et même jusqu'à présent, parce que quand un invité vient et qu'on doit le prendre en direct, qu'on lui fait une interview, il ne va pas parler avec le masque. Il ne va pas parler avec le cache-nez. Il est obligé d'enlever le cache-nez pour que la parole soit audible. Donc, du coup, j'ai reçu plein de personnes comme ça. Je suis allée faire des interviews dans les bureaux à beaucoup de personnes qui n'avaient pas toujours... Moi-même, je n'en avais pas en réalité. Moi-même, je n'avais pas de cache-nez. Donc, les invités également n'en avaient pas. Alors, est-ce que c'est là-bas? Sans compter qu'on est des femmes, et donc il nous arrive d'aller dans les grandes surfaces, dans les magasins, dans les marchés où tout le monde ne porte pas de cache-nez. Donc, tu ne peux pas savoir exactement où, mais puisque ça s'est passé le vendredi, et je sais que toute cette semaine-là, je n'ai pas été dans une grande surface, je n'ai pas été dans un marché, c'est que probablement c'était pendant l'exercice de ma fonction de journaliste. Donc, pendant les interviews que j'ai faites toute cette semaine-là, je crois que c'était à ce moment. Alors, le coronavirus, ça fait plus de 6 mois, mais à ce jour, il n'y a aucun traitement dont il est prouvé qu'il aide les médecins à soigner les personnes qui sont malades. Quel traitement avez-vous reçu pour être guéri? La chloroquine. Moi, j'ai été traitée au protocole qui est en vigueur au Cameroun, la chloroquine, l'azithromycine, le zinc, le calcium, je crois, non, la vitamine C. Donc, j'ai eu un protocole de, je crois, 10 jours plus 14 jours, pardon, en raison de 2 comprimés matin, 2 midi, 2 soirs, dont j'ai pris presque 80 comprimés de chloroquine et la vitamine C. Mais je dois avouer que bien que j'ai caché à mes parents que j'étais malade, ma mère a fini par le savoir et elle m'a envoyé des tonnes d'artémisia. Elle m'a dit non, il faut faire bouillir ça et tu bois. Il ne faut pas seulement t'en tenir à ce que l'hôpital te prescrit. Et puis, il y a aussi au Cameroun le Covid organique de Monseigneur Cléda. Non, ce n'est pas le Covid organique, ça c'est Madagascar, mais je vais appeler ça la potion concoctée par Monseigneur Cléda, que j'ai associé bien à la fin de ma maladie. Donc, en réalité, c'était je prends tout ce que je peux pour pouvoir guérir. Donc, tout ce qu'on me donnait, on disait, ça soit une Covid, moi je prenais, en plus de la chloroquine. Donc, voilà. En fait, moi également, c'est presque la même chose. Je ne peux pas dire exactement quel est le traitement qui m'a guéri parce que j'ai pris tellement de traitements à la fois. Le traitement qui est, enfin, le protocole qu'on nous donne à l'hôpital, comme Carole l'a dit, c'est la chloroquine, c'est le zinc, azithromycine, Primalan en plus. Moi, j'ai également pris du Primalan, j'ai pris de la vitamine C. Donc, c'est sur une semaine, je crois bien, voilà. On vous donne un traitement sur toute une semaine. Donc, j'ai pris le traitement normalement de l'hôpital sur toute la semaine. L'autre semaine, je me suis mise à faire les saunas traditionnels. On a des espèces de saunas au Cameroun où on te fait un mélange d'écorce, de racines, d'herbes et tout ça. On fait bouillir dans une grande marmite qui portait à ébullition. Mais maintenant, on te couvre. On met une grande couverture vraiment épaisse
et on met la marmite à l'intérieur, on l'ouvre et donc ça te fait un sauna naturel. Et vraiment, ça aussi, je l'ai fait, ça m'a aidé quelquefois. J'ai également pris toutes les potions. Je n'ai pas pris la potion de Monseigneur Cléda parce qu'elle était en rupture de stock déjà. Par contre, il y a un jeune homme du côté de Mbalmayo, Junior Bokono, qu'on avait reçu également à la CRTV, qui avait également mis en place un protocole traditionnel dans le cadre de la médecine traditionnelle, parce qu'il soignait déjà le paludisme. C'est un jeune homme qui a eu à l'époque le premier prix du président de la République dans le cadre de la recherche, parce qu'il soigne avec succès le paludisme. Et donc, il a associé à ce premier médicament un autre médicament qui agit sur les voies respiratoires. Donc, du coup, j'ai pris son médicament. J'ai également pris toutes les autres potions, c'est-à-dire tous les matins, tu prends chaud, du gingembre, tu prends du citron, tu prends vraiment… J'ai pris toutes sortes de potions parce qu'il fallait à tout prix recouvrer la guérison. Pour moi, c'était ça. Du coup, à la fin, je ne peux pas dire avec exactitude que c'est tel ou tel protocole qui m'a guéri. Et ma question, c'est de savoir comment les médecins arrivent-ils à s'assurer ou à détecter la guérison d'un patient ou d'une patiente? Comment savent-ils que voilà, tel patient ne souffre plus et il est totalement guéri? Alors oui, vas-y Carole. Ici, c'est après les 14 jours, j'ai continué à être confinée jusqu'à ce que je fasse un test. Et c'est quand le test est revenu négatif que le médecin m'a dit, voilà, tu es guéri, tu peux commencer à sortir. Parce que moi, j'ai fait l'hôpital et puis j'ai fait la maison. Donc après mon problème respiratoire, je suis rentrée chez moi et je me suis confinée à la maison pour la suite de mon traitement. Donc c'est à la maison qu'on vient me faire un test pour se rassurer que je suis guérie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce test a mis une semaine à sortir. J'ai dû rester à la maison une semaine encore après avoir fini ma prescription dans mon ordonnance de chloroquine et de tout le reste. Je suis restée une semaine de plus à la maison jusqu'à ce que mon test sorte du centre Pasteur et que je sache que je suis testée négative. Donc, avant ça, je n'ai pas quitté la maison. Oui, moi, j'ai suivi le traitement de l'hôpital pendant une semaine. Toutes les autres potions pendant la deuxième semaine. À la troisième semaine, bon, j'ai dû souffler un peu. J'ai pris toute la semaine là, donc on est maintenant à la troisième semaine. À la fin de la troisième semaine, maintenant, j'ai appelé pour qu'on vienne me faire un test. On est venu, on m'a fait le test qui a pris également une semaine parce que j'ai comme l'impression qu'en fait, quand ils voient qu'en réalité, tu ne tousses plus, tu n'as plus mal à la tête, tu n'as plus de fièvre, il n'y a vraiment plus d'urgence. Donc, du coup, ils prennent assez de temps parce qu'ils sont déjà beaucoup plus occupés avec les nouveaux malades, avec les nouvelles personnes à aller tester. Donc, du coup, ils ne sont pas très pressés de venir donner le test. Ils ont effectivement pris une semaine également. Là, on était déjà porté à 1 mois. Et après le test, il était négatif, bien sûr. Ils vous demandent encore quand même par mesure de précaution avant de reprendre le boulot, de prendre encore quand même toute une semaine, voire 2 semaines. Donc, moi, j'ai pris une dizaine de jours de plus, presque 2 semaines encore. Je suis restée à la maison et c'est après que j'ai repris le boulot. C'était d'ailleurs la semaine dernière que j'ai recommencé à travailler. Donc, en réalité, j'ai fait pratiquement 1 mois et demi, c'est-à-dire 1 mois pendant la maladie, 3 semaines malade, 1 semaine à attendre le test de guérison, 2 semaines de plus pour être sûr que là, je ne peux plus être contagieuse. Je ne peux plus mettre mes confrères, mes collègues et autres en danger. Exactement. Moi, j'ai fait 2 mois parce qu'en plus des 1 semaine et le temps du test, j'ai eu un souci d'ulcère gastrique parce que ayant pris la chloroquine et je n'avais pas vraiment protégé mon estomac et que j'ai des antécédents gastriques, je n'ai pas pu manger pendant près de 2 semaines. Tout ce que je mangeais, je renvoyais. Donc, cela m'a valu un autre traitement. Et finalement, entre
Le 20 avril, j'ai repris le boulot le 8 juin, je pense. Non, le 21 juin, exactement. Donc, en tout, ça m'a pris 2 mois pour guérir de cette maladie. Voilà. 1 mois et 2 mois, c'est une longue épreuve. Je me demande comment vous aviez pu survivre pendant cette période-là. Est-ce que vous avez pu continuer à travailler? Il y avait du stress. Comment avez-vous réagi? Comment c'était? 2 mois, 1 mois, c'est trop. Oui, c'est vrai que pour un journaliste, rester comme ça 1 mois, 2 mois à ne rien faire, à un moment, on s'ennuie un peu, on est malade, on est couché. Heureusement qu'avec le COVID-19, dans la plupart des rédactions, on a commencé à faire les conférences par WhatsApp. Donc, du coup, Pas de je télétravail. participais. Voilà. Donc, on fait le télétravail. Donc, du coup, je participais à toutes les conférences de rédaction normalement. Les personnels, enfin, les personnes aux ressources qui m'envoyaient des demandes de vous avez couverture, continué à je travailler pendant continuais cette de période. travailler normalement. Hein. Oh, okay. Moi, j'ai continué de travailler, mais en faisant du télétravail. Donc, du coup, ça me faisait un peu passer du temps. Je ne m'ennuyais pas trop. Donc, voilà. Et puis, tu te consacres un peu à la lecture. Tu te consacres à la lecture. Tu te consacres à regarder également des magazines télé et des émissions assez constructives. Donc, voilà un peu comment moi, j'ai essayé de passer du temps. Mais en plus, moi, j'ai continué de travailler. Il m'est même arrivé de monter des émissions étant à la maison, dans ma chambre. J'ai mon ordinateur, j'ai un logiciel de montage. Donc, je me suis mise justement à mettre des émissions en boîte pour pouvoir les diffuser une fois que j'allais sortir de mon confinement obligé. Alors moi, c'est différent. J'étais totalement KO parce que avant de tomber malade, je faisais l'antenne tous les soirs. Donc de lundi à vendredi, 18h30, 19h45. Donc j'ai arrêté. Rédactrice en chef, oui, je faisais un minimum, mais mon adjoint est celui qui faisait le travail globalement en restant sur la messagerie et le travail à distance. Je jetais un coup d'œil de temps en temps sur le menu de la rédaction, mais après, j'avais vraiment pas la force de pouvoir intervenir de manière énergique que ce soit dans les menus, que ce soit dans les programmes, que ce soit dans les contenus. Et curieusement, je ne supportais pas la télé. Je ne supportais pas de regarder une émission. Quand j'entendais un spot parlant de Covid, je changeais de chaîne. Je regardais les films, mais j'ai énormément déprimé, énormément déprimé. J'ai d'ailleurs dû aller consulter un psychologue pour pouvoir reprendre vie parce que j'étais vraiment sûre que j'allais mourir. Je m'en voulais beaucoup. Je ne touchais pas les surfaces, je ne supportais pas de toucher une surface. J'avais peur, j'avais l'impression que chaque fois que je toucherais une surface, je serais contaminée. Je ne supportais pas de voir les gens. D'ailleurs, j'avais beaucoup maigri, j'ai perdu environ 10 kilos. Je me trouvais moche, différente, et j'ai mis tout ce temps pour remonter et pouvoir revenir. J'avais perdu toute confiance en moi parce que je me disais, si c'est moi seule, c'est sûr que c'est parce que j'ai fait quelque chose. Et du coup, c'était plus compliqué pour moi de reprendre pied. Et les pommes du cerf se sont ajoutées à cela. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre pied. J'ai eu beaucoup de mal. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est qu'il y a quelques jours que j'ai repris l'antenne, il y a 2 semaines exactement. Et encore, je n'arrive pas à retrouver mon rythme normal. Je suis toujours un peu perdue et j'ai du mal à reprendre après cette maladie, honnêtement. Voilà. J'avoue que je suis restée vraiment très, très forte hein, parce qu'avant ça, il y a eu quelques collègues qui ont également contracté la maladie et donc qui disparaissaient et on se chuchotait ça, on disait « Ah, est-ce que tu as pris tel a le Covid, tel a le Covid ?» C'était un peu comme si c'était une honte, quoi. Du coup, quand moi, c'est arrivé, c'est moi-même qui ai appelé mon rédacteur en chef, j'ai appelé mon directeur. Je leur ai envoyé d'ailleurs ma fiche électronique qui montrait que j'étais positive. J'ai envoyé à mes autres collègues qui partagent le même bureau, on est 3 dans le même bureau, je leur ai envoyé ça et du coup, quand les autres m'appelaient, « Ah, Aline, c'est pas vrai, on a appris que tu as le Covid. » Je disais, bah oui, effectivement, j'ai ça.
il n'y a pas de souci, mais ça va déjà, ça commence à aller, machin. Donc du coup, ça m'a permis de rester vraiment forte, de ne pas, parce que je dois dire que les gens ont beaucoup contribué à stigmatiser, à rendre le Covid très, très stigmatisant parce que c'était devenu à un moment comme une maladie de la honte. C'était devenu vraiment… Et puis, quand on apprenait que quelqu'un a ça, les gens avaient l'impression que c'était la mort et du coup, tout le monde avait peur. Quand quelqu'un était même testé positif, il avait honte de venir le dire aux gens. C'était un peu devenu comme avec le VIH à une certaine époque où les gens avaient honte de dire qu'ils sont séropositifs, ils avaient honte que les autres sachent. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est tout ça qui m'a aidé à rester assez forte et à, entre guillemets, banaliser un peu, pas banaliser, mais à pouvoir en parler avec tout le monde et appeler quelqu'un et dire, ah, est-ce que tu sais, je suis testée positive, hein? On me dit, ah bon, tu as le Covid? Les autres avaient un peu plus peur d'ailleurs par rapport à moi-même. Mais c'est moi qui rassurais les autres en disant, mais non, ça va aller. J'ai passé une semaine où c'était très, très difficile. Bon, la deuxième semaine où je prenais déjà la médecine traditionnelle, ça allait déjà, ça commençait déjà à aller. Et à la troisième semaine, c'était déjà bien. J'avais retrouvé assez d'énergie, assez de force. C'est d'ailleurs pour ça qu'un mois après, moi, j'avais déjà commencé à travailler à la maison. Je regardais la télé, je lisais même déjà. Ça allait déjà mieux. L'organisation Sus Presse Emblème Campaign a révélé le 1er juillet que plus de 186 journalistes sont morts dans le monde suite au Covid-19 en 4 mois et dans 35 pays. Les journalistes ont été aussi affectés par cette maladie. Et je voudrais savoir si, après votre guérison, est-ce que vous aviez été victime de stigmatisation dans votre milieu professionnel ou au sein de votre entourage immédiat? Moi, j'avoue que, bon, quand j'ai repris la semaine dernière, donc, dès qu'un collègue me voit, il dit, ah, on m'a dit que tu as eu le Covid. Je disais, ben oui, mais ça va déjà bien et tout ça. Et comment tu n'as pas de cache-nez? Je dis, non, j'ai mon cache-nez dans le sac. C'est parce que je suis seule au bureau que je ne l'ai pas. Là, je suis seule dans le bureau. C'est pour ça que je ne porte pas de… Du coup, parfois, quand j'entrais dans l'ascenseur, ça c'était la semaine dernière, quand j'entrais dans l'ascenseur et que je trouvais une personne, parce que chez nous, l'ascenseur est un peu étroit, donc du coup, on a permis que ce soit uniquement 2 personnes, maximum, vraiment grand maximum 3. Donc du coup, quand je trouve une première personne et que j'entre, Madame Batongue, on m'a dit que tu avais eu le Covid. Je dis oui. Et puis la personne reste calme, elle ne dit plus rien. Je comprends qu'elle a un peu peur et que voilà, mais tellement je suis arrivée avec vraiment ma joie de vivre habituelle que j'ai réussi à mettre tout le monde à l'aise et voilà quoi. Finalement, la stigmatisation. Par contre, parce que parfois, c'est nous-mêmes qui attirons cette stigmatisation. Parce que si toi-même, tu as honte d'avoir été malade, si toi-même, tu as honte de dire aux gens que tu es malade, du coup, quand on découvre après que tu es malade, on comprend que, ah, ça veut dire que toi-même, tu as honte et du coup, tu te fais stigmatiser toi-même et tu as l'impression que c'est les autres qui te stigmatisent. Ça aussi, ça arrive. En fait, c'est toi-même qui te mets à l'écart. Parfois, ce n'est pas les autres, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons à l'écart. Donc, je suis arrivée avec ma joie habituelle de vivre quand j'arrivais. Quand on parlait, par exemple, la semaine dernière, on a fait un sujet sur le Covid et je leur ai dit, non, moi, je peux vous parler avec tous les arguments parce que moi, j'ai été malade. Et du coup, les autres ont éclaté de rire. Et donc, voilà. Alors, moi, le premier jour quand je suis revenue, j'ai un collègue qui m'a demandé où j'étais passée depuis tout ce temps. Il a appris que j'étais malade. Je lui ai dit oui, j'étais malade, j'ai eu le Covid. Il dit, ah, mais tiens, vous êtes la première personne que je vois vivante après avoir eu le Covid parce que je ne croyais même pas que cette maladie existait. Et ça, c'est un journaliste qui parle. Alors, stigmatisation, oui, un peu, mais après, c'est un peu jugé comme quoi, la maladie de l'imprudence, parce que
un ami directeur au ministère de la Santé m'a dit, OK, d'accord, Carole, maintenant, tu respectes bien les mesures barrières. Hein, parce que, un peu comme si celui qui l'attrape est celui qui ne respectait pas les mesures barrières. Donc, c'est un peu ça le paradoxe. Et je me souviens quand l'équipe d'intervention est venue chez moi à la maison pour me tester, tout le quartier dit, ah, mais il y a le Covid dans l'immeuble, il y a le Covid dans l'immeuble. Du coup, tout le monde commence à dire, ouais, voilà, c'est l'immeuble des gens qui ont le Covid. Donc, c'est assez paradoxal. C'est que les gens, c'est le regard qui parle pour eux, mais en réalité, en termes de stigmatisation, même, je n'en ai pas été particulièrement victime. Peut-être par rapport au milieu dans lequel j'évolue au quotidien, c'est un milieu de journaliste. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Plein d'autres collègues et collaborateurs ont souffert et souffrent encore du Covid parce que ce n'est pas fini. Voilà. Chez nous, à la CRTV également, on a été très, très nombreux. On est très nombreux à avoir eu le Covid. Heureusement, jusqu'à présent, on n'a encore aucun collègue qui est décédé de suite de Covid. Et parlant un peu de cette stigmatisation, parfois, c'est le corps médical même qui amène cette stigmatisation sur les gens. Et on en a d'ailleurs parlé chez nous à la CRTV dans une émission. Vous vous rendez compte, c'est vous qui appelez le 15-10, comme ça se passe ici. Donc, vous appelez une équipe d'intervention pour qu'on vienne vous tester à la maison. Vous êtes dans un quartier où il n'y a pas d'embouteillage, où il n'y a rien. Mais les gars viennent avec une ambulance et on met le gyrophare avec, ça fait pim-pom, pim-pom. Du coup, tout le quartier sort comme... Qu'est-ce qu'il y a dans ce quartier? Est-ce qu'il y a un problème? On voit une ambulance qui arrive et puis les gars sortent, ils mettent leurs combinaisons à la Ebola et autres. On met des combinaisons, on arrive. Mais du coup, tout le quartier sort et on vient entourer la maison pour regarder comment c'est. Moi, je me rappelle la première fois où je me suis testée, c'était toujours ici à la maison. Là, c'était en mars, après que mon frère ait été testé positif. Alors, je fais venir l'équipe. Je n'étais pas encore à la maison, j'étais en route, mais l'équipe était déjà arrivée à la maison. C'est mon mari qui m'appelle. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu peux faire venir des gens? Mais tout le quartier est dehors, on est en train de nous regarder, tout le quartier a entouré la maison. Mais franchement, parfois, ce sont ces gens, c'est le corps médical parfois qui amène à ce que l'entourage, à ce que les gens stigmatisent les autres. Et du coup, dans le quartier, on se met à dire, ça, c'est la maison des gens qui ont le Covid. Ça, c'est l'immeuble des gens qui ont le Covid. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter d'autre. Nous rappelons aux participants, aux confrères et consoeurs journalistes qui nous suivent, que vous pouvez poser directement vos questions à nos deux panélistes, soit dans la boîte de chat dans l'application Zoom ou directement dans les commentaires sur Facebook. Ici, nous avons la question d'un participant qui demande à Madame Lynn à quelle fréquence ou bien suivant quelle périodicité et de quelle façon les agents de santé exercent-ils le suivi du patient lors d'un confinement comme son cas. Oui, dans mon cas, c'est un médecin qui est venu avec 3 infirmiers. Ils m'ont testé. Et donc, c'est lui qui m'a donné les médicaments. Il a laissé son numéro de téléphone. Donc, du coup, il m'appelait pratiquement tous les jours. Moi-même, je l'appelais régulièrement. Il me demandait tous les matins, est-ce que ça va? Il m'a dit, si tu as un problème de détresse, même s'il est 3 heures du matin, n'hésite pas à m'appeler. Appelle, tu signales rapidement pour qu'on prenne des dispositions rapidement et qu'on puisse te trouver un lit à l'hôpital pour prendre de l'oxygène. Donc, la fréquence, vraiment, elle était là. Il m'appelait assez régulièrement et moi aussi, je faisais l'effort de l'appeler tout le temps. Je me rappelle que quand l'azithro est fini, l'azithromycine, je l'ai appelé et je lui ai demandé, mais là, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, non, c'est juste pour une semaine. Je lui ai dit, la chloroquine également, est-ce que je devrais en acheter? Il a dit, non, tu n'auras pas besoin d'acheter. Si tu en veux, je vais t'apporter une plaquette de plus. Donc, en réalité, le suivi était assez régulier. Mais j'avoue que c'est après 3 semaines. Bon, là, maintenant, il est sûr que certainement, tu es guéri. Donc, du coup, le suivi n'est plus ça.
parce qu'il sait qu'après une semaine de prise du traitement, normalement, il vérifie, est-ce que tu as toujours mal à la tête? Non, tu n'as plus mal à la tête. La fatigue commence à s'estomper peu à peu. Tu ne chauffes plus, la fièvre également est tombée. Donc, du coup, les appels deviennent moins fréquents parce que là, il doit aussi se consacrer aux nouveaux malades. Donc, voilà. Mais franchement, je dois tirer un coup de chapeau à nos médecins, à nos infirmiers ici, honnêtement, qui font l'effort de faire ce suivi parce que ce n'est pas évident en même temps. Ils ne sont pas très nombreux. On sait très bien que d'après l'OMS, c'est 1,1 médecin pour 10 000 habitants au Cameroun. Et donc, quand vous voyez quand même un médecin qui prend ce temps-là de vous appeler régulièrement, franchement, il faut leur tirer un coup de chapeau. Voilà. Il y a une question adressée à Madame Carole. Le participant demande, après avoir appris que vous êtes guéri, quel est le sentiment qui vous anime à cet instant? Là, maintenant, j'ai envie de vivre et de bien vivre ma vie, quoi. Donc, je pense que je suis devenue un peu plus prudente et je prends du plaisir à faire un certain nombre de choses que je n'imaginais même pas que je pouvais faire. Déjà, rendre visite aux gens, aller parler avec les gens, aller au marché, aller me balader, marcher avec mes enfants. C'est ce que je ne faisais pas avant parce que j'étais très absorbée par mon travail. C'était travail de lundi à dimanche, de matin à 20h30. Mais depuis que je suis guérie, j'ai pris du temps. Je suis allée rendre visite à ma famille. Je suis allée voir ma grand-mère que je n'avais pas vue depuis quelques années. Et je suis allée rendre visite à des gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Donc, je prends du plaisir à faire des choses que j'aimerais faire. Je ne peux plus te dire, écoute, j'ai pas le temps. Non, je prends le temps pour tout le monde, vraiment, oui. Vraiment, je prends le temps. Et c'est ce que je ne faisais pas avant. Je prends le temps de manger, je m'arrête, je dis le boulot, il ne va pas finir, je le retrouve demain et je prends du temps pour moi et pour tous ceux qui sont les miens. Voilà. Non, mais ça fait toujours plaisir d'avoir eu une maladie pareille qui tue beaucoup de gens à côté. On voit tel est mort de suite de Covid. On a des confrères, on a certains confrères qu'on a eu à perdre déjà de suite de Covid ici au Cameroun. Donc, du coup, tu te dis quand même que, ah, tiens, j'ai eu beaucoup de chance. Tu as envie de dire merci à Dieu qui t'a épargné. Tu as envie de dire merci au corps médical qui t'a donné peut-être les bons médicaments. Tu as envie de dire merci à ce que la nature nous donne, à toutes ces ressources génétiques et qui sont devenues un peu, comme on le dit souvent pour les peuples autochtones, que la forêt est leur pharmacie. Donc, quand ils sont malades, ils vont simplement en forêt et puis prennent les racines et les écorces. Donc, tu as envie de dire merci à Dieu pour cette nature qui nous a offerte gracieusement et qui nous aide aujourd'hui à pouvoir retrouver la santé. Mais tu as également envie de profiter quand même de la vie et de te dire, tiens, à l'heure où nous sommes, je serai déjà morte, enterrée, j'aurais déjà pourri certainement et tu te dis, franchement, j'ai beaucoup de chance. Je sors de loin, quoi. Lynn, quand tu parlais tout de suite, il y a Carole qui était d'accord avec toi. On sort de loin, on sort de loin. Et donc, franchement, on a envie, on regarde, après ça, tu as envie de regarder la vie autrement, tu as envie de profiter un peu plus de la vie, mais surtout de donner un peu plus de toi-même parce qu'à un moment, parfois, on oublie les choses essentielles de la vie, on oublie les choses essentielles et c'est souvent un peu comme un petit déclic quand tu sors d'une histoire comme celle-là, quand tu échappes à la mort ainsi, ça fait un peu comme un petit déclic et tu te dis, il faut que je me donne un peu plus aux autres, il faut que je fasse un peu plus ci, il faut que je profite un peu plus pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Et d'ailleurs, moi, il y a aussi le partage de l'expérience qui compte beaucoup parce que au moment où je vous parle, mon père, lui, sort également d'une détresse respiratoire
est en train d'être traité du Covid. Donc, c'était pour moi l'occasion de le rassurer, de l'accompagner, parce qu'il avait extrêmement peur quand il a contracté cette maladie. Lui, étant un ancien fumeur, a vu ses poumons rapidement détruits. Donc, il a pris du temps sous un respirateur de se reconstruire. Et c'est plutôt moi, mieux que les médecins, qui lui expliquaient ce qui est en train de lui arriver, comment il va s'en sortir, comment ça va se passer, à telle étape. Mon père a commencé à déprimer, je lui ai expliqué. Et dans son pavillon, j'étais un peu devenue la coach des personnels, des malades de Covid. Donc, je faisais le tour pour dire non, mais vous, ne vous inquiétez pas, mais vous êtes à quelle étape? Non, voilà, ne vous inquiétez pas, ça va se faire ci, ça va se faire ça. Donc, c'est aussi ce partage-là que j'ai envie de faire avec les autres, devenir un peu, pas une experte du Covid, mais comme tu as dit, Lynn, partager avec les autres ce que tu as vécu parce que tu l'as ressenti, tu l'as vécu. Les autres en parlent peut-être parce qu'ils voient les symptômes sur le plan médical et dans l'expertise, mais toi, tu l'as vécu dans ta chair et le dire, c'est plus facile à transmettre aux autres. Ça rassure les autres et ils sont tout à fait confiants. Plein de malades m'ont dit merci il y a quelques jours à l'hôpital, hier et ce matin quand je suis repartie. Merci parce que tu nous as aidés à marcher vers la guérison. Pour moi, c'est la plus belle chose que le Covid aurait pu faire dans ma vie. Nous organisons Nous organisons des webinaires chaque semaine et pour les participants de ce webinaire, nous avons un sondage que nous avons lancé, c'est dans la boîte de chat, il y a un lien. Nous vous prions de cliquer dessus et puis de répondre au questionnaire. Est-ce que ce webinaire vous a plu? Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas aimé? Est-ce que vos questions n'ont pas été, vos attentes plutôt n'ont pas été satisfaites? Donc, faites-nous part de vos remarques, de vos impressions afin que nous puissions améliorer les prochains webinaires que nous prévoyons d'organiser jusqu'à la fin de cette année. Je veux également demander à nos deux invités quels conseils avez-vous à donner aux journalistes, aux confrères qui nous suivent, parce qu'il y en a qui continuent toujours à croire que cette maladie-là n'existe pas et que c'est une utopie, mais nous savons clairement que la COVID-19 est une réalité, elle a clairement été déclarée par l'OMS, c'est une certitude, il y a des gens qui contractent cette maladie, il y en a qui en meurent, il y en a également ceux qui guérissent comme vous. Quels conseils avez-vous à donner aux journalistes qui sont sur tous les fronts? Parce que les journalistes, malgré le confinement, ils ne continuent pas à travailler. Notre travail ne nous laisse aucun repos. Nous sommes tout le temps sur le front en train d'apporter de l'information aux citoyens. Quels conseils avez-vous à donner à ces confrères-là qui nous suivent et qui minimisent les risques? Alors, ce qui est clair, c'est que le journaliste ne va pas arrêter de travailler parce qu'il y a le COVID-19 aujourd'hui. Il va continuer de travailler parce que c'est lui qui est vraiment en avant-garde, qui doit informer les autres, qui doit dire ce qui se passe. Donc, on va continuer d'être vraiment en avant de la bataille contre le COVID-19. Mais maintenant, ce que je peux leur dire, c'est de respecter vraiment les mesures barrières du gouvernement, c'est-à-dire en allant en reportage, qu'on ne néglige pas, qu'on utilise son cache-nez, qu'on prenne vraiment toutes les mesures possibles, qu'on essaie de faire, en fait, qu'on fasse le maximum, que chacun puisse faire le maximum pour se mettre à l'abri. C'est vrai que même en prenant toutes ces précautions-là, il peut arriver qu'on tombe malade, mais il vaut mieux qu'on se dise quand même qu'on a tout fait soi-même et on est tombé malade, que de se dire qu'en réalité, si je suis tombée malade, c'est parce que moi-même, je n'ai pas pris les précautions, je n'ai pas respecté les mesures pour pouvoir éviter la maladie. Mais maintenant, si effectivement, un cas de maladie survient, s'il arrive qu'il tombe malade, vraiment qu'il ne se dise pas, qu'il ne se décourage pas outre mesure, parce que si nous, on est là aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut être malade et en guérir. Donc, on suit strictement toutes les mesures données, c'est-à-dire on se confine, on prend son traitement et on recouvre la guérison. On recouvre la guérison. Donc, vraiment, qu'il ne se décourage pas tant que ça. On a été malade, Carole a été malade, je l'ai été. Aujourd'hui, on est guéri, on a repris le terrain hein, et on repart en reportage aujourd'hui, on repart voir des invités et autres. Donc, ça peut arriver qui ne pensent pas que ce sera la fin du monde, non. Alors, moi, je serais pareil, Aline, c'est-à-dire qu'il faut que le journaliste commence par se protéger lui-même et qu'il l'intègre qu'il
il est plus exposé que tous les autres. Vraiment, ce n'est pas un slogan. On est plus exposé que tous les autres parce qu'on est en contact avec les autres. Comme tu l'as dit, le monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'il y a la COVID. Donc, les journalistes n'arrêtent pas de travailler parce qu'il y a la COVID. S'ils ont travaillé pendant la Première, la Deuxième Guerre et toutes les autres catastrophes, ça veut dire que même pendant la pandémie, c'est des personnes d'ailleurs qui sont les courroies de transmission pour l'information pour ce public qui en a plus que jamais besoin. Et donc, pour le cas d'espèce, il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler, mais travailler en respectant vraiment les mesures barrières. Il faut se protéger. Alors, il y a une petite polémique, y compris dans les médias publics et privés, sur qui doit protéger les journalistes. Les journalistes estiment, on attend de nos patrons qu'ils nous dotent du matériel adéquat, des cache-nez et tout le reste. D'accord, mais après, c'est une question de survie personnelle. À un moment donné, il faudrait peut-être se prendre en main soi-même. Moi, je remercie mon patron, Emmanuel Chatuet, je l'ai dit en début, c'est par son coup de fil que j'ai l'alerte et que j'attire l'attention. Et d'ailleurs, les premiers médicaments que je prends viennent de lui. Mais tout le monde ne peut pas avoir tout le temps la même chance ou la même possibilité. Donc oui, les patrons doivent nous protéger, doivent mettre à notre disposition du gel, des cache-nez et protéger notre matériel. Les gens qui utilisent des caméras avec des micros doivent les protéger. Mais après, le journaliste aussi, quand il se retrouve face à la maladie, il est tout seul. Donc oui, le journaliste doit attendre son patron, mais le journaliste doit prendre des dispositions pour se protéger lui-même et protéger sa famille. Rentrer le soir, sortir ses vêtements, les mettre quelque part, ne pas entrer avec ses chaussures, préserver ses enfants et sa femme ou son conjoint. C'est très important. C'est des mesures que nous récitons tous les jours à la télé. Moi, je l'ai fait et je l'ai fait avec beaucoup de légèreté personnellement jusqu'à ce que je me retrouve contaminée. Et je me suis dit, ah mais tiens donc, on ne va pas attendre que tout le monde soit contaminé pour se dire que la maladie existe. C'est pour cela aussi que j'ai accepté de parler de tout cela aujourd'hui, pour que les gens sachent que c'est une réalité, pour que mes collègues, mes confrères sachent que c'est une réalité, qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut se protéger. Vraiment, ce n'est pas un slogan, il faut se protéger. Merci. Et ça, c'est ma dernière question à tous les deux. Est-ce que le regard que vous aviez de cette maladie a changé après que vous l'ayez vous-même contracté? Non, oui. C'est clair. Oui. C'est clair qu'après, le regard change parce que, comme je le disais, on a toujours été un peu dubitatif. On s'est dit, ah, c'est peut-être pour les autres. On donne les informations sur le COVID un peu comme on les donne dans d'autres types de sujets. C'est sans vraiment, on ne personnalise pas ça. On se dit toujours, c'est une affaire des autres, un peu comme quand on parle du VIH. On se dit, ah, ça c'est pour ceux qui sont séropositifs, mais moi je ne le suis pas. Donc, du coup, forcément que ça change après. Forcément que ça change. Quand on parle de COVID-19 aujourd'hui, je me sens interpellée. Je me dis, ah tiens, je suis passée par là. Et donc, du coup, je me retourne toujours pour voir de quoi est-ce qu'on parle, de quel sujet concernant le COVID-19 on est en train de parler. Pourtant, avant, bon, j'écoutais parce qu'il me fallait informer les autres, parce qu'il fallait que j'informe les autres. Mais aujourd'hui, j'écoute d'abord pour moi et ensuite pour pouvoir informer les autres. Donc, forcément que le regard change après qu'on ait vu ça soi-même. Le mien, j'ai beaucoup de questions après, hein, parce que cette question d'immunité collective ou alors de on ne recontacte pas, elle m'a tellement préoccupée parce que s'il faut repasser par là où je suis passée, vraiment non merci. Donc, du coup, le regard, il a beaucoup changé, honnêtement. Tant que je ne saurais pas si on est immunisé ou pas, je suis devenue encore plus prudente que cela. Mais au moins, je sais une chose, je sais que tout le monde n'en meurt pas. Au fur et à mesure que le temps passe, on a plus d'informations là-dessus. Et comme Lynn, je m'arrête un peu plus aujourd'hui pour écouter ce qu'on dit de la maladie parce que moi, je suis personnellement concernée. Surtout sur est-ce qu'on peut encore la contracter de nouveau. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai un ami avec qui j'étais en début avril. Oui, Carole. Est-ce qu'on peut la recontracter de nouveau? À ça, je pose toujours des questions. Il y a tellement de pistes. Il y a beaucoup de thèses aujourd'hui. Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non. Exactement.
Donc, du On coup, ne sait je ne pas. suis pas moi-même fixée, mais j'écoute tous les jours. Chaque fois qu'il y a une nouvelle thèse qui sort, je m'y conforme jusqu'à ce que l'antithèse arrive. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, on est resté collé à l'actualité du Ouais. Covid. Mais j'écoute aussi beaucoup tout ce qui concerne les traitements, les médicaments. Il faut vraiment évoluer là-dessus. En même temps, c'est un peu péjoratif parce que les gens ont relâché les mesures barrières en se disant de toute façon, on n'en meurt plus. C'est tant mieux. Sauf qu'il faut quand même rester mobilisé parce que d'une certaine façon, on meurt de la COVID. Lynn a dit qu'il y a plus de 300 morts au Cameroun. On ne peut pas minimiser, on ne peut pas banaliser. Mais le taux de létalité n'est pas aussi incroyable qu'on le disait au début. Ce n'est pas comme si la COVID est venue pour décimer le Cameroun. Donc vraiment, je suis restée collée à cette actualité. Et pas un jour ne passe sans que je monitore tout ce qui se dit sur la COVID. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce webinaire. C'est très important de savoir que cette maladie aussi existe. Et merci à Lynn et à Carole d'avoir accepté de partager leur expérience avec nous et aussi d'avoir livré ces précieux conseils à nos confrères. Je vous dis merci d'avoir honoré de votre présence sur ce webinaire. Je vous dis encore merci. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, qui est un groupe privé sur Facebook, il y a le lien. Je vous prie de rejoindre le forum pour continuer les discussions de confrères et améliorer la façon dont nous travaillons. Je vous dis merci. Et pour les personnes qui auraient peut-être raté ce webinaire, d'ici 24 heures, nous allons mettre la vidéo sur YouTube, sur la page YouTube du Réseau international des journalistes IGNET. Merci à tous et je vous remercie encore, tous les participants et nos deux invités, Carole et Lynn. Merci beaucoup et une très bonne soirée. Merci également à toi aussi. Et très important, au revoir, prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye. Au revoir, Lynn. Bye bye. Bye bye, Carole, bisous. Bisous.